Bonsoir à tous. Merci d'être venu pour ce 11e Meetup Strasbourg Startup. Donc ça veut dire qu'on a eu 10 avant. Lors de ces Meetup, on essaye d'aborder un sujet qui touche les startups à plus ou moins longue distance. Donc ce soir, on va parler de la relation grand groupe startup. On est pile poil dans la thématique. Juste avant de démarrer le meet-up et de laisser la parole à nos invités et à notre grand témoin, quelques informations sur les événements Alsace Digital qui se passent les prochaines semaines. Donc tout d'abord, il y a un Startup Weekend qui se déroule le 18 au 20. Du 18 au 20 novembre, hein, si je vais voir s'il y en a qui suivent. Du 18 au 20 novembre, est-ce qu'il y a encore des tickets? Il y a encore des tickets. Dépêchez-vous. Ah oui, voilà, il y a tarif Early Bird, donc c'est tarif moins cher jusqu'au 31 octobre, donc c'est dans vraiment pas longtemps, donc dépêchez-vous. L'année dernière, il était sold out, hein, donc 2 semaines avant l'événement, donc dépêchez-vous de prendre vos tickets. Si vous ne savez pas ce que c'est, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas dans tout ce qu'on va dire ce soir, après la présentation et après notre grand témoin, il y aura un buffet qui est fait justement pour discuter, échanger, networker. Ensuite, en fait, juste avant le Startup Weekend, il y aura Startup Assembly qui se déroulera le 15 novembre. Le 15 novembre. Alors Startup Assembly, c'est quoi? C'est opération porte ouverte pour les startups. Alors à l'occasion de Startup Assembly, normalement vous allez pas mal entendre parler puisque c'est un événement national organisé par France Digital. Ils vont pas mal bosser sur la presse. À Strasbourg et en tout cas aux 2 plages, la plage Riveton et la plage Shadok, nous allons organiser toute une série de petits événements pour faire venir découvrir les startups au monde du grand public. Il y a au moins 3 startups qui participent, donc Acting, Scolage et Scalingo. On va essayer d'organiser des petits événements spécifiques aussi pour faire découvrir de l'intérieur comment ça marche une startup. On vous enverra toutes les informations et puis vous, d'habitude, vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site strasbourg-startups.com. Qu'est-ce que j'ai oublié sur les informations? Catherine n'est pas là. Pour ceux qui ne savaient pas, quand Catherine n'est pas là, on est tous perdus. On ne sait plus ce qu'il faut faire. Le speaker, il n'a pas confirmé encore. Il a confirmé? C'est sûr, ok. Donc il y aura le meet-up numéro 12. Se déroulera le 24 novembre, puisque le speaker a confirmé. Et juste pour vous mettre un peu en appétit, c'est quelqu'un qui s'occupe de faire des contrôles CIR et qui va nous expliquer comment devenir autonome par rapport au CIR. Donc sujet hautement important pour les startups, parce que ça évite de sortir tout de suite un gros chèque à une entreprise qui... Enfin, il va reprendre à tout. Je vais pas trop spoiler. Donc ça c'est le 24 novembre. Donc il y a beaucoup de choses au mois de novembre, et en plus il y a la Maker Faire au mois de décembre. Ensuite, vous avez des petits flyers sur vos chaises. Bref, tout ça sur le site strasbourg-startups.com. Le sujet qui nous occupe ce soir, c'est la relation... le sujet qui nous occupe ce soir et qui occupe Alsace Digital depuis quelques semaines et qui occupe, on va dire, le monde des startups d'une manière générale en France depuis quelques temps maintenant, en fait, c'est la relation entre les grands groupes et les startups. Alsace Digital a organisé un hackathon il y a quelques semaines, le Hacking Industry Camp. C'est autant la relation grand groupe startup qui est importante pour ce hackathon que d'autres sujets connexes comme la transformation digitale, la transformation des entreprises, etc. Donc ce soir, on a
deux speakers de EY qui vont venir nous parler, donc Morgan Rapina et Laurence Cuillier. Le titre est beaucoup plus long en vrai, puisque c'est la France un terrain favorable aux échanges croisés entre entreprises établies et start-up. Et ensuite, on aura comme grand témoin Jérémy Allard, et puis qui finit ses slides apparemment. C'est lui. Moi aussi j'ai fini ce slide, mais j'ai abandonné finalement. Je fais tout à l'oral. Qui viendra nous parler de son expérience avec Insibo en fait, et ce qu'ils ont fait avec les grands groupes, grands comptes, on va dire. Voilà, et donc buffet tout à l'heure. Merci d'applaudir nos invités, nos speakers. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous accueillir ce soir au Shadok. Je suis Laurence Cuillier, avocat depuis plus de 10 ans au bureau EY de Strasbourg, et j'interviens surtout en droit des sociétés. Je passe la parole à Morgan qui se présente et ensuite on peut démarrer. Alors Morgan Rapina, avocat également depuis 2 ans, et j'interviens comme Laurence en droit des sociétés, au bureau de Strasbourg aussi, d'EY, société d'avocats. Juste avant de démarrer, je fais quand même le petit spot de pub, parce qu'on est quand même là aussi pour ça. En quelques mots, je vais vous présenter EY. Donc EY, c'est un réseau pluridisciplinaire et international. On intervient sur le conseil aux entreprises au sens très large, à la fois sur des palettes plutôt financières, donc de commissariat aux comptes, d'audit, sur également le conseil au sens large, ça peut être du conseil en stratégie, du conseil en système d'information, du conseil sur le digital, du conseil juridique et fiscal. Donc là, c'est plutôt notre cœur de métier à Morgan et à moi-même, et également sur tout ce qui est transaction, c'est-à-dire tous les processus de cession et d'acquisition d'entreprises. Donc, lorsqu'on a évoqué le thème de ce soir, les partenariats entre entreprises établies et start-up avec Alsace Digital, pourquoi le thème a été retenu? C'est que c'est effectivement un sujet majeur parce que, à notre sens, c'est un levier de croissance important et très fort pour les deux typologies d'entreprises, aussi bien pour les start-up que pour les entreprises plus installées et établies. Mais on sait aussi pertinemment que c'est un sujet qui peut être très décrié parce qu'on sait très bien quelque part qu'il y a toujours ce risque sous-jacent que chacun a en tête de dire mais finalement est-ce qu'il n'y a pas un danger de prédation et de cannibalisation de l'entreprise établie envers la start-up qui va peut-être pouvoir acheter de la R&D à moindre coût. Et ce soir, on espère, en tout cas, on va vous présenter, c'est notre ambition, on va dire les outils ou les choses qu'il faut avoir en tête pour qu'un partenariat, quel qu'il soit, puisse être un partenariat réussi et être fructueux dans les deux sens du terme. Donc en toute bonne juriste, vous m'excuserez, mais ça c'est les travers des juristes et des avocats. Je vais commencer par vous présenter le sujet, les éléments. Donc ce sera un peu des éléments de définition, planter le décor. Ensuite, Morgan vous présentera notamment tout ce qui est les outils possibles d'échange. Échange, qu'est-ce qu'on entend derrière ce mot? Il y a beaucoup de sources de collaboration possibles. Et enfin, on finira par ce que je vous disais, ça peut être une relation win-win, mais à condition d'éviter quelques écueils. Donc, quels sont ces écueils et quels peuvent être les exemples de bonnes pratiques ou de bonnes recommandations pour les éviter. Donc, sur la partie définition, alors, une start-up, c'est en fait une jeune entreprise qui se caractérise surtout par son fort potentiel de croissance. Si je dis des bêtises, surtout arrêtez-moi, parce que quelque part, c'est vous qui connaissez encore mieux ce sujet que moi à ce niveau-là, en tout cas sur la définition des start-up. Pour nous, la start-up, sa vocation première, c'est en réalité de découvrir un modèle économique, un business model. Ça va être de proposer un produit, un service qui n'est pas encore connu, de découvrir un nouveau segment de marché.
Donc souvent les startups en réalité ne sont pas encore sur un modèle économique à grande échelle. Alors on dit souvent que les startups sont attachées à de l'innovation, sont associées à l'innovation, c'est vrai mais pas toujours. J'ai en tête par exemple la start-up Agricool qui se développe à Paris, qui est dans le domaine agricole. Comment planter des fruits et des légumes dans des containers. L'agriculture, c'est une des méthodes les plus vieilles du monde. Côté entreprise établie, l'entreprise établie, elle a pour vocation d'exécuter un modèle économique qui lui est bien connu, c'est-à-dire qu'elle connaît son marché, ses produits, ses services, elle connaît toute sa chaîne de production de valeur et elle a atteint ce qui est un peu le Graal quelque part pour les startups, c'est le scalable, la réplication à grande échelle d'un modèle économique qui fonctionne. Donc pourquoi une collaboration entre les deux, finalement, les définitions, enfin, les termes de l'échange entre entreprises établies et start-up, ces deux typologies d'entreprises sont profondément complémentaires. Côté start-up, ces qualités, elles sont bien connues, c'est tout ce qui est flexibilité, innovation, réactivité, rapidité. C'est finalement tout ce qu'une grande entreprise qui fonctionne beaucoup en silo, avec des process, avec une forme de hiérarchie interne, qu'une grande entreprise n'a pas forcément, ou a en tout cas trop peu. De l'autre côté, l'entreprise établie, elle, bénéficie de beaucoup de ressources internes, en termes de fonds, de financement, en termes d'expertise, métier. Une grande entreprise a bien évidemment souvent toute une palette de supports administratifs, marketing, communication, comptable, etc., qu'une jeune entreprise n'a pas forcément. Elle a aussi une notoriété qui, s'ils sont mis à la disposition d'une start-up, peuvent d'une certaine manière lui être profitables. Alors, quelque part, la rencontre entre ces deux typologies d'entreprises servent un but commun qui est celui de l'innovation. Alors, pourquoi? C'est que quelque part, un partenariat réussi entre ces deux typologies d'entreprises peut bénéficier, peut profiter, ou en tout cas être favorable au développement de l'open innovation. Open innovation, c'est quoi par opposition finalement au processus d'innovation plus ancien qui est l'innovation fermée avec les notions un peu de secret d'affaires et de R&D qui serait le précaré interne de l'entreprise. L'open innovation, c'est finalement d'appliquer à l'innovation les principes informatiques d'open source, c'est-à-dire finalement de diffuser, de partager au maximum les principes d'innovation. On va peut-être pas aller quand même jusqu'au partage de la propriété intellectuelle, mais ça on y reviendra après sur la partie écueil à éviter. Et au niveau de l'open innovation, il y a généralement deux grandes stratégies qui sont déployées, pour lesquelles on retrouve finalement des formes de partenariat qui existent entre start-up et entreprises établies. C'est soit l'inside pool, qui, de l'anglais forcément, vise plutôt à tirer à soi, donc l'entreprise établie qui va plutôt tirer vers elle, soit par exemple une innovation intéressante que la start-up aura développée, on verra sous quelle typologie d'échange, ou alors à l'inverse, l'outside push, comment l'entreprise établie peut pousser à l'extérieur au profit de start-up des ressources, du capital ou des produits dont elle dispose et qui vont favoriser le développement de la start-up. Bon, je te passe la parole. Alors, on vous parle également donc de la dynamique de l'échange en France. Donc, en fait, pourquoi la France est un terrain favorable à l'open innovation? Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le DG de BPI France qui a dit que la France est une Californie qui s'ignore. Alors, il y a effectivement des aspects positifs. Côté start-up, on a effectivement une création vivace et dynamique qui est due en fait justement à un écosystème qui est assez vif en France et qui est motivé par des dispositifs notamment fiscaux qui existent. On a donc le CIR, donc le crédit d'impôt recherche, qui permet des exonérations d'impôts, des crédits d'impôt en fait sur les dépenses liées à la R&D. On a le statut de jeune entreprise innovante, il y a aussi le statut de jeune entreprise universitaire
qui permet d'avoir des exonérations fiscales et de charges sociales. Et on a également donc, le CICE, qui est aussi un dispositif similaire, un dispositif d'incitation fiscale justement à la création et au développement d'activités. Côté grande entreprise, un autre constat qu'on a, c'est que la France est surreprésentée en matière de leaders mondiaux, c'est-à-dire que 4% des entreprises... non pardon, je suis peut-être faux sur... C'est 8% en fait. Alors. Je vais reprendre, c'est que la France représente 4%... Alors, non, c'est 8% des entreprises leaders mondiaux sont françaises, alors que la France contribue uniquement à hauteur de 4% du PIB. Donc en fait, on a une part importante d'entreprises leaders qui sont françaises donc dans leur secteur. Néanmoins, il y a quand même l'autre côté de la médaille, on va dire, c'est que la France, comparée à ses homologues européens, a moins de licornes que d'autres. On est en retard par rapport à l'Angleterre, la Suède, l'Allemagne ou les Pays-Bas. Et en fait, c'est de comprendre pourquoi on en est là. Il y a notamment un problème, on va dire, au niveau du financement des startups. C'est-à-dire que notre marché du capital investissement est moins dynamique que ceux d'autres pays parce qu'on a en fait une atomisation des acteurs qui sont plus petits aussi. Donc du coup, c'est pas très compliqué pour les startups de faire leur première levée, mais on va dire les secondes levées ou les troisièmes levées plus importantes, elles sont plus difficiles, donc ça mène aussi au fait qu'on a des startups peut-être moins développées ou moins importantes qu'ailleurs comparativement. Et alors, ce qui justifie finalement le fait que les startups peuvent être amenées à se tourner vers les entreprises justement pour créer de la croissance et trouver en fait des partenariats fructueux avec celle-ci. On constate, c'est que en l'espace de 6 ans, on a quasiment toutes les entreprises du CAC 40 qui sont engagées dans une démarche d'Open Innovation, alors qu'elles n'étaient qu'un tiers en 2010. Ça c'est sûr, on va dire un constat national. Sur le constat local, on est dans la même dynamique, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs dans les régions qui sont dynamiques. Je pense que c'est un exemple démonstratif. Le taux de financement des startups locales a plus que doublé en 2 ans. Et par exemple, pour l'action du Senia en Alsace, on constate que les 3 quarts des entreprises incubées par Senia sont toujours en activité au bout de 5 ans et 90% le sont au bout de 3 ans. Donc, je vais poursuivre sur les outils qui peuvent être mis en place pour créer justement de l'échange entre startups et grandes entreprises. Alors, on a toute une typologie, on va dire le couteau suisse en fait, l'Open Innovation. On a notamment les événements, les packages de services et support, les programmes de start-up, le financement, le M&A, les incubateurs accélérateurs, les spin-offs, le coworking, etc. Donc il y a vraiment plein d'outils de l'Open Innovation qui diffèrent en fait selon les objectifs et les moyens des partenaires. C'est-à-dire que plus l'objectif est important, plus on ira vers des outils coûteux. Je pense par exemple à ce qui est fusion, acquisition, financement, forcément c'est des opérations beaucoup plus lourdes que l'organisation d'événements ou de coworking. Du coup, on va peut-être passer en revue en fait ces différents outils. On a tout ce qui est parrainage, donc là ça peut recouper l'organisation d'événements, les partenariats, le coworking. Alors pour ce qui est événements et prix, comme je disais Yann avant, il y a les hackathons, donc il y a eu le Hacking Industricom qui est organisé récemment, donc qui permet de mettre en relation des grandes entreprises et des startups. Il y a les concours d'idées. Nous, de notre côté, chez EY, on organise plusieurs choses. Il y a le prix de la startup de l'année qui est décerné donc, chaque année pour la région Est et ensuite qui est décliné nationalement et internationalement. Alors cette année, pour l'information, on a eu 2 lauréats dans cette catégorie. Donc la startup de l'année, c'est BIM. Et la start-up qui a eu le prix de la disruption, c'est Physiki. C'est l'appli Physop. On est également partenaire du salon Viva Technologie, qui est organisé chaque année à Paris, qui rejoint plus de 45 000 participants. Et on propose à cette occasion justement des défis, des challenges en fait aux startups pour relever des problèmes qui dépendent de nos lignes de service. Je sais que notamment cette année, il y en avait un sur peut-on se passer des PowerPoint. On n'est pas encore personnellement, mais on espère que ça va changer.
Donc les autres outils dans cette catégorie, fondation et mécénat, beaucoup d'entreprises qui mettent en place des fondations en destination des startups, généralement plutôt vers celles qui ont une vocation plutôt économique et sociale. Il y a les initiatives RH qui peuvent être mises en place au sein de groupes pour inciter leurs salariés à avoir une sorte d'action de mentoring à l'égard de créateurs de projets, à l'égard de startups. Et on a enfin ce qu'on appelle la transition vers l'entrepreneuriat. C'est une démarche qui est de plus en plus courante dans les entreprises, c'est de permettre aux collaborateurs d'avoir du temps, de se consacrer à leur projet et éventuellement après de développer leur activité de leur côté, donc indépendamment de l'entreprise, et éventuellement peut-être aboutir à terme à une collaboration justement. Là on a des partenariats qui sont un peu plus forts que ceux qu'on a vus avant. Là on est du coup sur on va dire un objectif un peu plus à long terme, et donc un coût qui est forcément plus élevé à la fois pour les entreprises et pour les startups. Je pense notamment aux incubateurs et aux accélérateurs. Alors il y a ceux qui sont mis en place localement par les pouvoirs publics, par les associations, etc. Il y a aussi ceux qui sont mis en place en interne par les grandes entreprises pour concrétiser un projet ou une idée, soit parce qu'eux-mêmes ont le souhait d'être en avance sur leur marché, de déceler en fait les éventuelles potentialités de disruption qui pourraient impacter leur business, ou bien justement pour trouver des solutions, on va dire, à des problèmes technologiques qu'ils rencontrent. Comme acteur, on a Microsoft, Orange, Crédit Agricole aussi, qui a mis en place des solutions notamment de coworking en fait, pour créer un peu une sorte d'émulsion entre différents porteurs de projets. Sur les partenariats commerciaux dédiés, donc c'est l'autre côté de la facette, on a là du coup des entreprises qui s'allient, qui s'associent avec des startups pour proposer ensemble donc, une offre commerciale. On a cité BNP Paribas, La Poste, Veolia, donc justement des entreprises qui sont alliées avec des startups pour proposer des offres, que ce soit développement d'une relation client-fournisseur, commercialisation d'une offre commune. C'est l'objectif des partenariats. Alors enfin, dans les outils de l'Open Innovation, on a l'investissement. Là du coup c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus l'objectif est beaucoup plus rapide, beaucoup plus important. C'est vraiment de prendre part directement à l'activité de la start-up. Alors plusieurs solutions, la prise de participation directe dans le capital. Là du coup les entreprises financent les start-up, s'investissent, sont actionnaires, soit directement, que ce soit majoritairement ou de manière minoritaire. Il y a aussi les spin-offs, là du coup, l'entreprise en fait externalise, on va dire, une de ses activités. Et il y a aussi les entreprises, de plus en plus courant à l'heure actuelle, ces entreprises qui mettent en place en leur sein un fonds, en fait, un fonds de d'investissement, qui aura pour rôle de déceler soit les projets qui les intéressent, soit les projets qui peuvent être justement porteurs de croissance sur le long terme. Et effectivement, il y a une troisième encore qu'on a cité qui n'est pas détaillé ici. Bon, c'est le M&A, là effectivement c'est même pas de l'investissement, c'est carrément de l'acquisition. Donc là l'entreprise intègre directement la start-up en son sein. Ça peut être notamment le cas par exemple, on a beaucoup d'entreprises qui ont besoin par exemple de plateformes en ligne, de plateformes de vente, etc. Donc du coup on va racheter une start-up qui a développé cette activité et pour internaliser directement cette fonctionnalité. Les formes intermédiaires de financement autres que celles-ci, donc ce n'est pas celles qui sont forcément portées par les entreprises, celles qui peuvent être portées par les pouvoirs publics, par BPI-France notamment, donc c'est tout ce qui est subventions, avances récupérables, les prêts sans intérêt, etc. Donc je pense que je vais opter sur les aides qui peuvent exister à ce niveau-là. Et je passe donc la parole à Laurence qui va donner des bons conseils et des équilibrités. Merci. Alors effectivement, c'est peut-être pas pour on va dire les projets qui sont plutôt on va dire événements, mais si on rentre vraiment dans une collaboration un peu plus poussée sous forme partenariale, de développement commercial conjoint, voire de prise de participation directe au capital ou réciproque, les avantages d'une collaboration entre les deux typologies d'entreprises, start-up et entreprises établies, peuvent être quand même certains. Côté start-up, on l'a dit, finalement, il y a quand même
certaine fragilité de départ, puisqu'il y a une sorte de tunnel de la mort au début, dans les 5 premières années de vie de la start-up. Il n'y en a que moitié à peu près qui survivent à ces 5 premières années fatidiques. Donc de pouvoir s'adosser à une entreprise établie, si la collaboration est réussie, ça peut permettre par exemple de tester un premier produit, un premier service auprès d'un client qu'on espère assez bienveillant si on est rentré dans une relation de partenariat. Donc c'est cette notion de tester à grande échelle le produit qui est déployé. Ça va être de bénéficier de supports administratifs que la start-up seule ne peut pas s'offrir. Ça va être également, pourquoi pas, d'accéder à un financement, voire d'atteindre un marché qu'elle ne pourrait pas atteindre directement. Côté entreprise établie, le bénéfice, alors, si on prend à peu près la typologie de ce qu'on va appeler les game changers, en gros, il y a 3 grandes catégories. Il y a vraiment les challengers qui jouent finalement le même jeu, qui ont les mêmes règles et qui, malgré tout, peuvent changer les règles du jeu parce qu'ils font mieux. Il y a également les innovateurs. Là, on est dans une autre catégorie. Ils jouent le même jeu, mais ils modifient les règles du jeu. Il y a enfin les disrupteurs. C'est finalement ceux que les entreprises établies craignent le plus, parce que les disrupteurs, là, ils cassent complètement le jeu. On n'est plus du tout sur les mêmes règles du jeu, on est sur une toute nouvelle typologie. Et en général, les disrupteurs ne sont même pas dans le radar de mire des entreprises établies. Il n'y a jamais un disrupteur qui est venu exactement du même monde concurrentiel qu'une entreprise établie. Pour la petite histoire, je ne sais pas si vous le savez, mais le DG d'Accor, à l'époque, la grande chaîne d'hôtels, a eu sur son bureau le dossier Airbnb, de savoir est-ce que j'injecte en financement au sein de Airbnb ou pas. Il n'a même pas vu en fait l'intérêt pratique que ça pouvait représenter. Il a dit finalement non, on va pas investir dans cette start-up. Évidemment, à l'époque, Airbnb n'avait pas la notoriété qu'elle a à l'heure actuelle. Et c'est tout simplement aussi parce que cette grosse entreprise établie qui était à Accor n'avait pas forcément établi une stratégie claire vis-à-vis des startups et n'avait pas perçu la pertinence que ça pouvait avoir en termes de disruption de marché. Donc, une collaboration réussie avec une start-up côté entreprise établie, ça peut lui permettre, parce qu'elle se rapprocherait de l'écosystème des startups, justement, de pouvoir intégrer dans son radar de surveillance ces potentiels risques de disruption. Évidemment, ensuite, on connaît les autres avantages un petit peu plus classiques, qui seraient de développer de la R&D à un coût un petit peu moindre que si elle devait faire tout le processus en interne, et également d'insuffler déjà tout simplement un esprit d'open innovation interne à l'entreprise. Mais pour pouvoir arriver à une collaboration vraiment win-win, il faut éviter un certain nombre d'écueils. Les écueils à éviter, nous on les ressent principalement au nombre de 5, on vous les a listés, c'est déjà des cultures d'entreprise différentes. Bon, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là parce qu'il est assez connu. C'est ensuite des intérêts divergents. C'est là où le bas blesse un peu plus parce que, quelque part, les intérêts de chaque entreprise doivent être clairement mis sur la table avant de rentrer dans le partenariat. Évidemment, la start-up ne veut pas devenir un espèce d'atelier déporté de R&D de l'entreprise établie. On sait pourtant pertinemment que si le partenariat n'est pas correctement défini, cerné, encadré, c'est le risque qui peut planer au-dessus de la start-up. Ce sont ensuite des vitesses de croissance, mais j'ai envie de dire aussi des vitesses de décision interne, de réactivité qui sont différentes. Si elles ne sont pas correctement encadrées, on peut tomber dans le travers inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de booster l'accélération de la start-up, le partenariat avec un grand groupe va au contraire lui mettre un sacré coup de frein. Ensuite, ce sont des process qui sont différents. Quelque part, côté start-up, c'est souvent une équipe très soudée et qui fonctionne beaucoup plus par affinité sans véritable process. C'est aussi ce qui fait son côté innovateur, sans véritable process strictement encadré, alors que l'entreprise établie, évidemment, est beaucoup plus fonctionnant en termes de silos. Et enfin, le 5e écueil possible, c'est la propriété intellectuelle, dans le sens où il faut s'en préoccuper
avant qu'on arrive finalement à la découverte du point d'innovation qui pourrait être brevetable. Avant d'avoir découvert le procédé qui peut potentiellement conduire à un brevet, il faut aborder le point avec son partenaire. Alors, une fois qu'on a identifié ces 5 écueils, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, pour les éviter, évidemment pas de recette miracle de recette magique, ça signifie en réalité qu'il y a un véritable travail en amont à faire pour chacun des partenaires, pour pouvoir justement identifier le partenaire idoine. Ça veut dire quoi? Côté grande entreprise, c'est déjà de se dire, est-ce que je suis prête à laisser le temps au temps, et est-ce que je veux plutôt nouer un partenariat qui va me permettre de développer ma R&D, auquel cas je vais être prête à investir, ou en tout cas à nouer un partenariat avec une start-up qui est complètement encore en phase de recherche, qui n'est pas en phase mature pour pouvoir rentrer sur le marché, sur un marché ou un market segment, sur de proposer un produit ou un service déjà, ou est-ce que j'attends un retour business très rapide, auquel cas il faut plutôt que je regarde du côté des startups qui ont passé toute cette phase de création et d'amorçage et qui ont besoin du dernier coup de pouce avant de rentrer sur le marché. Côté start-up, le point à avoir en tête, c'est avant de se lancer dans un partenariat avec une entreprise établie, j'ai envie de dire, peut-être, oserais-je dire, par pur opportunisme, parce que j'ai potentiellement quelqu'un qui me propose un financement ou des ressources, il faut peut-être regarder un peu quel est le track record de cette entreprise établie. Est-ce qu'elle a déjà noué des partenariats avec des startups par le passé? Comment ça s'est passé? Comment le partenariat s'est dénoué? Est-ce que la startup a été intégrée dans la grande structure? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'histoire? Si aucun partenariat n'a été développé à ce stade avec l'entreprise établie, quelque part toute l'histoire est à construire justement, d'où la nécessité pour la start-up de bien fixer quel est son objectif et surtout quelles sont les ressources qu'elle est prête à mettre dans le partenariat en termes de temps, en termes de personnes, pour connaître déjà ses propres limites, jusqu'où ne pas aller. Ce qui supposera ensuite de passer par le choix de l'outil juridique adapté. Alors en fonction, si on est plutôt sur un partenariat de R&D ou un partenariat commercial, il va falloir contractualiser tout ça. Si on est sur de la prise de participation au capital, on passera plutôt par un pacte d'actionnaires. Il y a un certain nombre de choses à anticiper dans la rédaction. C'est quelles sont les ressources que j'alloue à ce terme d'échange, et surtout déjà anticiper la fin de la relation, comment tout cela va se dénouer. Alors si on passe à quelques exemples justement de bonnes pratiques, donc les 2 grands maîtres mots, ça va être transparence finalement et réalisme. Transparence, c'est qu'une fois que chaque partenaire sera clair sur les objectifs et les ressources qu'il est prêt à allouer dans le partenariat, pouvoir être en mesure de l'exprimer clairement à la personne en face. Côté start-up notamment, ce sera aussi de vérifier qui est mon interlocuteur en face. Est-ce que l'interlocuteur que la grande entreprise m'a mis, ou en tout cas que j'aborde côté grande entreprise, c'est quelqu'un qui est suffisamment haut dans le processus décisionnaire de l'entreprise établie pour pouvoir en lui-même prendre les décisions qui s'imposent, ou est-ce que j'ai face à moi un chef de département R&D par exemple qui a plutôt ses propres objectifs à boucler en fin d'année par exemple. Et là effectivement l'interlocuteur, au-delà de l'entreprise établie elle-même, l'interlocuteur que la start-up a en face d'elle est important. Être sûr d'avoir la bonne personne en face. Sur les aspects de propriété intellectuelle dans le cadre du partenariat, c'est effectivement, si on est dans un partenariat pour développer de la R&D, c'est de tout de suite envisager qu'est-ce qu'on va faire du procédé technique ou du produit innovant qui va être découvert. Est-ce qu'on va être en propriété conjointe? Est-ce qu'on va être en propriété exclusive de l'un des partenaires? Et dans ce cas-là, comment l'autre partenaire qui n'aura pas la propriété, comment il s'accorde pour
pouvoir quand même avoir un droit d'utilisation. Est-ce que ça va être une utilisation exclusive? Si oui, de quelle durée? Contre quelle rémunération? Comment on boucle, on va dire, la partie financière? Il faut aller aussi jusqu'à vérifier finalement si le procédé peut être déployé à d'autres produits et services que je n'avais pas anticipé initialement. Comment on règle également la question de la sous-licence d'exploitation du brevet, par exemple. Alors, tous ces mécanismes doivent être formalisés, mais en étant évidemment adaptés à la typologie du partenariat. On va peut-être passer à la slide après, ce qui veut dire que côté grande entreprise notamment, il ne s'agira pas de venir face à son partenaire start-up en lui déposant un contrat qui aura été quelque peu revu par rapport au process interne habituel, mais bon, au lieu de faire 100 pages, on aura raccourci à 50 pages. Il faut s'adapter aux partenaires. On sait très bien que la start-up n'a pas les ressources pour pouvoir faire une analyse juridique fine et poussée d'un contrat de 50 pages. Il vaut peut-être mieux avoir une feuille de route qui fait 4-5 pages où on fixe les points clés, quitte à avoir des révisions périodiques du partenariat au fur et à mesure également de son évolution. Élaborer des procédures effectivement plus légères. Typiquement dans les grands groupes, les procédures sont très encadrées. Si vous êtes dans un partenariat commercial parce que la start-up a déployé un produit qui intéresse l'entreprise établie, en général, ça s'arrête très vite lorsque, si on met le process habituel du grand groupe, le service achat va venir voir la start-up en lui disant mais bon, quel est... déjà, il faut que je vous fasse référencer, vous start-up, parce que vous n'êtes pas référencé dans mon catalogue d'achat. Mais du coup, pour vous référencer, dites-moi un petit peu quelles sont vos expériences passées. Enfin, qui sont vos principaux clients? Ah, d'accord, vous en avez deux. Tout ça, je caricature un peu le trait, mais on est quand même proche de ça. Si on est avec un nombre finalement de clients assez peu important, la question après en général c'est votre chiffre d'affaires, c'est quoi? Et là on risque effectivement, si on n'a pas en face des partenaires qui se sont vraiment posé la question de quelle stratégie je souhaite adopter face à un partenariat avec une start-up, et en conséquence j'allège les procédures internes que j'ai définies et je lui mets la bonne personne en face, le bon interlocuteur qui sera court-circuité, mais dans des limites quand même qui auront été clairement définies, les procédures internes, le partenariat risque de couper court. Et côté start-up, effectivement, un des points essentiels, c'est de se fixer des limites assez claires dans le cadre du partenariat à mettre en place, en termes de ressources, en termes d'hommes, de pouvoir peut-être négocier dès le début une clause de sortie ou de retrait. Si le partenariat excède trop en termes de ressources que je suis prête, moi, à allouer au partenariat, à quelles conditions je peux sortir. Et il faudra également à la start-up, finalement, accepter quand même les contraintes inhérentes à un partenariat avec un grand groupe, en comprenant quand même également sa logique, qui est celle de procédure. Un grand groupe va rarement signer un chèque en blanc pour la start-up, il va peut-être demander également des comptes réguliers. Ça va être la mise en place, par exemple, d'un processus quand même de reporting ou de suivi mensuel, trimestriel, peu importe, mais il y a un certain nombre de points peut-être de procédures à respecter. Je ne sais pas si il me semblait avoir vu un doigt levé, mais... Oui, tout à fait. D'ailleurs, je crois que j'avais mis. Oui, vous faites bien de le viser. On l'avait mis dans la slide. Effectivement, sur les conditions de paiement, on connaît très bien les besoins le BFR, les besoins en BFR des startups. Donc, si au moment contractuel, on peut éviter d'avoir les délais de paiement légaux et négocier des choses plus courtes. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce que je voulais vous dire. De toute façon, on pourra compléter au moment du cocktail avec plaisir. Et je repasse la parole à Morgan. Merci. Alors pour conclure et donner quelques pistes de réflexion à notre présentation, donc on a vu que l'Open Innovation en fait nécessite la mise en place d'un modèle économique ad hoc, donc quelque chose de nouveau qui tienne en compte
donc de la stratégie cohérente et des outils qu'on veut mettre au service de cette stratégie. Donc on a vu effectivement il y a plusieurs outils de l'Open Innovation en fonction des besoins, des objectifs et des moyens que les partenaires ont envie de mettre en place. Notre constat à nous, c'est que l'Alsace, finalement, c'est le meilleur des possibles pour l'Open Innovation, parce qu'il y a un tissu économique qui est marqué par une présence forte d'entreprises, d'envergure internationale et de PME dans des secteurs qui sont diversifiés, donc qui seraient propices justement à la mise en place de nombreux partenariats avec des startups. Et qui, le but des partenariats, bien sûr, c'est de bénéficier mutuellement aux deux parties présentes, que ce soit les entreprises ou les startups. Dans tous les cas, le but c'est l'impact positif en fait de l'Open Innovation. Néanmoins, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pour les deux, il faut avoir un petit peu une culture de prise de risque, c'est-à-dire être prêt à s'ouvrir en fait justement à l'autre, c'est-à-dire l'entreprise d'accepter de collaborer avec une startup et vice-versa. Ce qu'il faut savoir, c'est que il vaut mieux 10% d'un milliard que 100% d'un million. Donc l'objectif, c'est justement de prendre des risques des deux côtés et de mettre en place un partenariat le plus harmonieux possible en fait, dans le cadre de l'Open Innovation. On a identifié en fait plusieurs axes d'amélioration pour ces partenariats. C'est notamment la définition d'objectifs précis, Laurence l'a indiqué, la mise en place de structures dédiées, le modèle économique ad hoc en fait, et la gouvernance adaptée, la protection des innovations. Donc ça, c'est tous les aspects de propriété intellectuelle qui sont évidemment très importants pour les startups. Et enfin, calendrier, durée, etc. Tout le business en fait doit être précis et préparé en fait, préétabli, on va dire. Voilà. On passe aux questions ou directement à la présentation suivante? Ah oui, pour l'installation. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pendant que Jérémy, c'est bon, tu veux? Pendant que Jérémy s'installe. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez en stock on va dire quelque chose entre l'anecdote et la bonne pratique pour combattre un des fléaux que vous avez cité, qui est les délais de décision? En fait, les échelles de temps qui sont complètement différentes. Alors, je ne parle même pas des éléments de paiement, parce qu'effectivement, comme ça a été dit, c'est quelque chose de terrible. Mais après, les questions du délai de décision, c'est invraisemblable. C'est-à-dire quand vous commencez à discuter d'un projet, si vous arrivez à conclure quelque chose au bout de 12 mois, c'est quand même déjà une belle performance. Sauf que la start-up, elle n'a pas du tout ce calendrier, notamment en termes de trésorerie, et qu'en plus derrière, il va y avoir la question des phases de paiement, et que vous allez être payé dans le meilleur des cas à 90 jours, et donc après votre facture. Et donc, est-ce que vous avez des bonnes pratiques là-dessus par rapport à vos clients, des gens qui ont réussi à accélérer ces choses-là d'une manière souple et cordiale, j'entends bien, mais pas forcément que juridique, très fermé, mais quelque chose qui peut fonctionner un peu mieux? Ça, quelque part, c'est le point que j'abordais par rapport à s'assurer de l'équipe qu'on a en face. Je pense là, notamment au vainqueur de notre prix, la start-up de l'année que Morgan avait cité, BIM. BIM est une... je ne sais pas si vous connaissez cette start-up locale, mais BIM a aussi, bénéficie de personnes dans sa gouvernance qui sont juste exceptionnelles et qui connaissent les arcanes des grosses entreprises établies et qui ont tout de suite accès aux personnes décisionnaires dans l'entreprise établie. C'est ça aussi le point que je voulais dire en disant il faut être sûr de taper au bon niveau de l'entreprise établie pour ne pas passer par tout le processus de remonter du chef de service qui va devoir aller valider avec son N+1 et puis ça va remonter au N+2, etc. Il faut poser les cartes sur table. Finalement, ce que vous évoquez, c'est qu'il vaut mieux dès le début être clair et dire je veux que vous puissiez me mettre en face. C'est pas toujours facile quand on est une start-up, mais est-ce qu'on peut être sûr que vous me mettiez en face une équipe dédiée qui a suffisamment de pouvoir décisionnaire sur un champ d'action, un précaré qui peut être défini, et vous vous mettez d'accord
sur quelle typologie. Enfin, ça, c'est plus après de la popote interne de l'entreprise établie, qui est de dire, bah, voilà quel est finalement le pouvoir, la délégation de compétences, la délégation de pouvoir que l'interlocuteur de la start-up aura. Il saura jusqu'où il peut signer, jusqu'où il peut aller, jusqu'à quelle décision il peut prendre. Mais si ça, déjà, cette carte-là est mise clairement sur la table de la start-up, c'est clair pour elle, elle saura déjà si le partenariat vaut le coup ou vaut pas le coup. Et ensuite, au moins, ce sera clair de savoir, mais si je demande ça à mon interlocuteur, est-ce qu'il va devoir remonter toute la chaîne de décision avant de me rendre une réponse? Il y a quand même de plus en plus, enfin les choses bougent quand même du côté des entreprises établies. On voit quand même de plus en plus d'entreprises établies, y compris de la région, enfin, qui fonctionnent de plus en plus avec des pôles de mini-production, mini-usines qui essayent au maximum de raccourcir les cycles de hiérarchie, enfin la hiérarchie qui fonctionne de plus en plus en centre de profit dédiés sur les différents pôles de production qu'ils avaient. Les choses bougent, mais voilà, peut-être pas assez vite, j'entends le point. Bon, de mon point de vue, pour avoir testé des trucs, pour avoir déjà vu de près quelques relations, justement, c'est important de la tester. Parce que tu peux pas t'engager dans un truc de 12 mois. C'est trop de risques pour une petite startup. Donc c'est important de tester. Il y a plein de manières de tester. Comme il y a Caton, je refais la route. Mais comme il y a Caton qu'on refait chez Azad Digital, ça permet déjà de connaître des vraies personnes, en fait. En plus, tu vois, qui viennent. J'aime bien cet exemple-là parce que ça se passe un week-end, quoi. Je veux dire, les gens ils ont pris leur billet, c'est pas pendant leurs heures du bureau, donc ça donne déjà, je pense, une couleur aux gens avec qui tu vas discuter. C'est des choses simples comme ça qui je pense, permettent d'aller plus loin après. Du track record aussi, pour savoir comment ça s'est passé avant les startups. Bonsoir. Je veux simplement rebondir sur l'exemple de BIM, qui est un bon exemple, mais pas pour la question qui était posée, je pense, parce que BIM, ce sont quand même des industriels. Et or, j'allais dire, c'était facile pour eux, enfin, entre guillemets, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'eux, mais bon, ils sont issus de l'industrie aéronautique, enfin bon. Donc, c'est des gens de cet environnement qui ont constitué une start-up. Donc, la relation était assez aisée. Par contre, je dirais une start-up qui n'a pas du tout cette culture des grands groupes industriels, là je pense que ça peut être effectivement compliqué pour toutes les raisons que vous avez évoquées. On prend un groupe international mondial avec des filiales, etc. Enfin, la complexité est énorme, alors qu'au départ il y a une équipe, des équipes dans ces structures-là, au bout de 18 mois, changent. Voilà, simplement. Merci. D'autres questions? Bonsoir. Une question en tant que start-up, pour un bon partenariat, est-ce qu'il faut plutôt le rechercher proactivement ou l'attendre patiemment? Ça, c'est la bonne question. J'ai envie quand même de vous renvoyer aussi la balle. C'est votre stratégie. C'est compliqué de définir. C'est ce qu'on disait quelque part. Quelle est, vous, déjà, votre stratégie? À quel stade? Enfin, qu'est-ce que vous développez? Est-ce que vous êtes sur quelque chose qui est complètement nouveau, disruptif, inconnu? Auquel cas, la grande entreprise que vous concurrencez potentiellement va peut-être plus vous mettre des bâtons dans les roues qu'autre chose. Parce que la culture française est plutôt dans cette optique-là, de se dire que finalement ce que je détruis ne va pas forcément créer de valeur derrière, ce qui n'est pas toujours vrai. Mais ça, c'est compliqué de répondre, c'est des points business, quoi. C'est à vous de réfléchir à la stratégie que vous souhaitez adapter. Question? Petite précision sur BIM que je connais bien quand même. BIM est une spin-off tirée par laser, donc rien à voir avec l'aéronautique au départ. Par contre, ils ont découvert le monde de l'aéronautique par leur prospection, par leur réflexion sur le modèle économique.
Et donc ils ont gagné en crédibilité dans ce domaine-là, et c'est comme ça qu'ils ont eu à leur bord des personnes du monde aéronautique qui leur a ouvert la porte. Oui, Emmanuel Lebria vient pas du monde de l'aéronautique en premier, mais par contre maintenant leur DG adjoint est dans... voilà, c'est un ex de Safran. Bon, ben, on invitera Emmanuel Lebria de raconter l'histoire de BIM, un de ces quatre. D'autres questions ou des précisions? Non? Merci. Ok. Donc on va passer à notre témoin, parce qu'on essaie de, chaque fois qu'on fait un meet-up, on essaie d'avoir, on va dire, le point de vue d'expert et une expérience du terrain. Donc ce soir, c'est toi, Jérémy, qui va nous raconter ton expérience de relation. Merci Anne. Donc, bonsoir à tous. Je m'appelle Jérémy Allard, je suis le CEO et l'un des cofondateurs d'une start-up qui s'appelle Insimo. Et donc on travaille sur les technologies logicielles pour le médical et en particulier pour simuler virtuellement et dans un contexte d'application médicale. Donc c'est une entreprise qui a été créée sur la base d'un historique d'à peu près une dizaine d'années de recherche en informatique, sur lequel on a travaillé sur des algorithmes nouveaux qui permettent de simuler de manière interactive ce qu'on appelle des tissus mous, parce qu'au final, dans un corps humain, il y a beaucoup de choses déformables. Et donc, grâce à ces technologies, on est capable de reproduire virtuellement ce qu'un vrai patient ferait dans le cas où un médecin ou un chirurgien fait un geste. Donc, c'est une entreprise qui a, on a maintenant un peu plus de 3 ans, et on a beaucoup grandi, et on a une histoire un peu particulière, en particulier parce qu'on a eu un projet relativement conséquent dès le départ, commercial, avec un grand groupe, en quelque sorte. Alors même si je ne veux pas vous... Enfin, je peux pas vous expliquer tout ce qui se passe dans cette relation-là, je vais être un peu plus général. On a eu d'autres relations avec d'autres grands groupes, mais en tout cas, effectivement, contrairement à beaucoup de startups qui ont potentiellement beaucoup galéré dans leur première année pour démarrer, nous, on a eu cette chance, en quelque sorte, de trouver un bon partenariat avec un grand groupe, et c'est l'une des activités importantes actuellement de l'entreprise. Alors pour vous montrer un petit peu plus à quoi ça ressemble, donc aujourd'hui, Insimo, on travaille sur 3 axes différents d'utilisation de notre savoir-faire de simulation médicale. Le premier axe, c'est pour donc aujourd'hui concrétisé par justement un projet qu'on a monté en partenariat avec 2 entreprises, une petite et une grande, et qui est pour répondre à un besoin d'une fondation caritative aux États-Unis qui s'appelle FBC, et qui cherchait un moyen d'entraîner suffisamment de chirurgiens suffisamment vite pour pouvoir opérer de la cataracte. La moitié des personnes aujourd'hui aveugles dans le monde sont aveugles parce qu'ils n'ont pas accès aux soins, ils n'ont personne pour les opérer de la cataracte. Donc cette fondation cherchait quelqu'un qui était capable de fournir des outils pour entraîner ces chirurgiens, et c'est donc ce sur quoi on travaille. Et donc c'est un projet sur lequel on travaille avec... pardon. Je ne sais pas si la vidéo... Donc on travaille avec 2 autres entreprises, dont nous qui fait la partie matérielle, qui est la multinationale en quelque sorte dans ce partenariat. Et donc nous travaillons sur ce que vous voyez sur cet œil là qui est complètement virtuel. Ça c'est reproduit par notre logiciel. Donc on reproduit les déformations, les découpes, les ressentis via justement un matériel que vous voyez sur la gauche,
qui est manipulé par le chirurgien et qui lui permet de ressentir ces gestes qu'il est en train d'effectuer, et donc d'apprendre à doser, notamment ces différentes découpes, c'est de la microchirurgie, donc il faut, la marge d'erreur elle est de 0,1 mm, pas du tout. Donc pour apprendre ce geste-là, on développe ce simulateur qui permet d'apprendre potentiellement beaucoup plus vite et de manière aussi beaucoup plus sécurisée pour les patients, parce que c'est en virtuel et les futurs chirurgiens peuvent utiliser ce genre d'outils pour se perfectionner assez rapidement. Donc c'est un projet que nous, en tant que start-up, on n'aurait pas les moyens de faire tout seul. Il y a énormément de défis pour atteindre la qualité requise par ce projet-là, en termes de logiciel et de matériel. Donc nous, on apporte notre brique et notre savoir-faire sur une partie du logiciel, et les autres partenaires apportent leur brique complémentaire. Et ça permet d'avoir un impact qui est potentiellement beaucoup plus important que si c'est les projets qu'on aurait pu lancer nous en tant que petite structure qui essayons de trouver notre marché en quelque sorte. Alors ça a le revers de la médaille qui dit beaucoup d'impact et des gens qui attendent cet impact dit beaucoup de pression sur respecter ce qu'on a dit et ce qui va être fait, etc. Ça c'est dans la dynamique de la relation, c'est potentiellement un point à pas oublier. Donc pour vous montrer un deuxième exemple de projet qui est cette fois-ci de la recherche, pas avec une entreprise partenaire pour l'instant, même si ce genre de projet ne pourra réussir qu'avec une entreprise partenaire sur la suite. Donc là c'est aussi de la simulation chirurgicale, sauf que cette fois-ci c'est pas pour s'entraîner à apprendre une chirurgie, c'est pour trouver la meilleure technique qui va permettre d'apporter un soin à un patient donné. Donc, il s'agit par exemple dans un estomac sur lequel il y a une ablation partielle due à un cancer. Une des questions que les chirurgiens se posent, c'est comment retirer et suturer cet estomac pour qu'ensuite il puisse garder une fonction correcte et qu'il n'y ait pas de complications ou de choses comme ça. Donc là, il s'agit d'utiliser la simulation virtuelle pour essayer de prédire en quelque sorte en fonction du geste que le chirurgien pense faire pendant la chirurgie, quel va être le résultat en termes de forme de l'organe, pour voir si, notamment si la suture va tenir, s'il n'y a pas trop de pression et pas de fuite, si les angles ne sont pas trop problématiques pour des problèmes de reflux, etc., si le volume est suffisant pour que la personne puisse manger correctement. Et toutes ces questions-là, c'est des choses qu'on peut aider à répondre en fournissant un logiciel qui est capable de simuler ça pré-opérativement et de fournir des informations à un chirurgien. Donc ça, c'est un projet qu'on a démarré relativement récemment. C'est aujourd'hui un projet de recherche, donc il est financé notamment par une subvention qu'on a eue de la BPI cette année. Et donc c'est potentiellement complètement différent que le projet précédent. C'est au final techniquement relativement similaire, mais les attentes sont très différentes. Et c'est effectivement des dynamiques fortement différentes quand on travaille pour un partenaire industriel en quelque sorte qui a besoin des résultats tout de suite, ou quand on travaille pour un projet de recherche qui est financé sur de la vraie innovation technologique, ou pour un VC qui effectivement a donné de l'argent et c'est une croissance maximale en quelque sorte, même s'il y a des changements de stratégie. Donc il y a un troisième axe, mais que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui, sur l'application de la simulation virtuelle pour concevoir des dispositifs médicaux. Mais donc pour revenir sur le sujet du jour, quand on m'a proposé d'intervenir sur cette thématique, pour moi il y a potentiellement trois axes que je trouve intéressant de bien s'interroger quand on va sur ce genre de partenariat.
ne sont pas forcément intuitifs. En quelque sorte, il y a ce que tout le monde sait, et puis il y a les effets qu'on ne connaît pas forcément de faire tel ou tel type de partenariat. Alors, avant de rentrer dans ces trois axes-là, juste pour se caler par rapport à la présentation précédente, nous, dans notre cas, c'est plutôt des partenariats où on cherche à répondre à un besoin client avec un partenaire qui est une grande entreprise. Donc c'est pas de l'incubation ou du coworking, on fait du B2B2C ou du B2B2B en quelque sorte, en s'adossant à un grand groupe. Et donc, dans ce genre de deal, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique pour tout le monde, ou à l'inverse, qui peut être une énorme perte de temps et ne jamais aboutir pour une raison ou pour une autre. Et donc la première thématique que je disais sur les risques versus les bénéfices, alors c'est relativement classique, on va dire, effectivement, dans n'importe quel partenariat commercial, il faut faire attention à ne pas prendre trop de risques et maximiser les bénéfices pour l'entreprise. Ce qui est important dans un partenariat avec un industriel, c'est qu'il faut que cet équilibre soit bon des deux côtés. Et en quelque sorte, si la start-up prend trop de risques, même si le grand groupe lui-même ne prend pas trop de risques, potentiellement, les chances de réussir sont assez minimes. Et en quelque sorte, les types de risques pris des deux côtés sont très différents. Et ça peut être assez à l'avantage de l'entreprise, de la start-up. Typiquement, l'un des risques principaux sur une start-up qui démarre pour un grand groupe, c'est que la start-up coule, en quelque sorte. D'ici 3 ans, d'ici 5 ans, effectivement, la plupart des start-up quand même, un risque de ne pas survivre. Et qu'est-ce qui se passe pour l'entreprise si c'est ce cas? Enfin, si ce cas se présente, qu'est-ce qui se passe pour le projet? Surtout si ce projet-là était vendu déjà à un client ou à quelque chose, ou à quelqu'un pour lequel le grand groupe a engagé sa responsabilité d'une certaine manière. Donc là, dans le début de ce genre de projet, en général, la pression du point de vue de la start-up, elle n'est pas tellement... en quelque sorte, pour cette raison de risque que la start-up fasse face à un problème de trésorerie ou chose comme ça, potentiellement, le grand groupe est prêt à donner des conditions financières très différentes pour effectivement s'assurer que la start-up n'ait pas de problème de trésorerie en quelque sorte pour la durée du projet. Donc si effectivement implique des conditions où les paiements sont plus tôt, voire des conditions où en quelque sorte la start-up peut augmenter ses prix plutôt que d'essayer d'avoir une marge qui la met en danger en permanence. Et se retrouver avec un contrat qui est potentiellement qui a une marge effectivement plus importante que si de l'autre côté c'est une autre start-up qui elle aussi a des problèmes d'argent et n'est pas capable prend une pression importante sur le prix. C'est pas forcément le critère principal quand on discute avec un grand groupe. Et c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait pour minimiser les risques pour le grand groupe. Donc, et c'est pour ça que l'aspect contractuel est très très important sur le départ et qu'il faut effectivement se faire encadrer par des avocats ou des gens qui savent faire les choses, parce qu'il faut arriver à trouver le bon équilibre et c'est vraiment pas quelque chose de trivial. La chose à éviter, c'est en quelque sorte de se retrouver dans un face-à-face. Si la relation, elle est... j'essaye de tirer le maximum de choses à moi et de retirer, faire que l'autre devienne perdant, en quelque sorte, très vite, ça va ne pas marcher, parce que effectivement, on ne travaillera pas sur les mêmes mondes, on n'arrivera pas à trouver un équilibre qui est gagnant pour les deux. Mais, typiquement,
l'un des points, alors pas forcément sur notre expérience que j'ai vu avec d'autres startups, c'est que c'est très difficile pour un grand groupe d'intervenir comme nouveau prestataire si au final ils voient la startup comme quelque chose qu'ils vont devoir payer en plus. Si la startup vient avec des projets, avec des possibilités de choses, mais que le grand groupe va devoir payer, même si ça leur fait un avantage sur ce qu'ils vendent, ça va être difficile pour eux de justement dégager suffisamment d'argent pour justifier du risque, etc. Mais si par contre ce qu'apporte la start-up, ça permet au grand groupe aussi d'accéder à un autre marché, ou de fournir quelque chose en supplément de leur offre actuelle, bah là il y a beaucoup moins de pression pour eux sur le prix, parce que ça augmente pas leur coût sur leur vente actuelle. Donc c'est plutôt effectivement du potentiel de nouvelles ventes, du potentiel d'obtenir des nouveaux clients grâce à cette offre supplémentaire, même sur leurs produits existants. Et là, la dynamique de la relation est très différente en quelque sorte. Alors pour une bonne relation, il y a cet équilibre entre les risques et les bénéfices. Et il y a aussi, en quelque sorte, établir une bonne collaboration. Et typiquement, l'un des points clés d'une bonne collaboration, c'est d'éviter les surprises. Parce qu'effectivement, les risques, comme on dit, pour une start-up, il peut y avoir plein d'obstacles, il peut y avoir plein d'imprévus. Comme effectivement, c'est quelque chose qui démarre, qu'on ne connaît pas, surtout quand c'est sur l'innovation technologique, ou en tout cas le marché, ou si la start-up n'a pas son équipe constituée au départ. Il y a énormément d'événements qui peuvent faire que le projet ne se passe pas comme prévu. Et c'est le cas dans quasiment toutes les startups, en quelque sorte. Effectivement, on fait un business plan, mais on sait très bien qu'en général, on ne respecte pas le business plan. Ce qui est tout à fait compréhensible pour un VC. Si par contre le plan c'était lié à un contrat pour une grosse entreprise, et qu'en milieu de contrat on dit finalement on va faire autre chose, l'autre entreprise n'a pas forcément été d'accord. Donc il faut arriver à gérer les imprévus, à gérer la communication entre les deux parties, alors ce qui implique effectivement du reporting, ce qui implique des contacts permanents et potentiellement plusieurs personnes dans la hiérarchie de l'entreprise. Mais c'est quelque chose effectivement de très important. Et l'un des imprévus les plus prévisibles, c'est les problèmes de planning. Surtout quand on est sur de l'innovation. On voit tous avec les Kickstarter ou autres, en quelque sorte, des plannings, ce truc sera fini dans 6 mois, 2 ans après, c'est potentiellement toujours pas fini. Notamment quand on travaille sur le logiciel, par exemple, il y a tout un tas toujours un débat dans les développeurs de savoir est-ce que le fait de faire du logiciel est quelque chose qui est de toute façon planifiable, ou au contraire, en quelque sorte, quand on travaille avec un grand groupe qui a l'habitude que leurs fournisseurs leur garantissent un certain délai et que ces délais soient gravés dans le marbre et qu'il y ait des pénalités en cas de retard ou autre. Quand on est dans l'innovation, dans une entreprise nouvelle, forcément, c'est pas le genre de relation qui risque d'arriver à quelque chose un objectif satisfaisant au final, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, en quelque sorte, il ne faut pas aller non plus dans l'excès inverse d'absolument rien garantir, de faire aucun planning, parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas s'adresser à une entreprise pour essayer de faire quelque chose de commercial, c'est plutôt un financement autre. Il faut donner en quelque sorte des garanties ou des choses cohérentes, il faut atteindre des objectifs clairs, mais il faut préparer la relation de façon à ne pas être non plus engagé trop fort, avoir les mains complètement liées si jamais quelque chose se passe mal. Notamment effectivement les conditions de sortie du projet sont très importantes. Il ne s'agit pas
l'entreprise puisse cannibaliser complètement la start-up en quelque sorte, même si c'était la faute de la start-up au départ, d'avoir donné fait des promesses en quelque sorte professionnelles qui sont pas forcément réalisables dans les conditions très difficiles. Ça rejoint aussi, bon, j'ai pas mis de point particulier dans le slide, mais le point sur la propriété intellectuelle est effectivement très important, surtout parce que ça change complètement la relation. Quand une entreprise travaille sur ces technologies et pour une start-up, le fait que ces technologies appartiennent à la start-up ou au grand groupe, ça va changer énormément les possibilités futures, et donc l'intérêt pour la start-up de signer ce genre de contrat. Effectivement, la propriété intellectuelle doit être mise noir sur blanc dès le départ, et si possible appartenant à la start-up, avec des exclusivités, des choses comme ça, mais c'est important effectivement de mettre ça au clair. Alors justement, pour montrer ça, c'est des exemples que j'ai pris rapidement et qui dit des choses qui ne sont pas faisables telles quelles, effectivement. Il faut des estimates et ça ne peut pas être des deadlines trop fermes. En quelque sorte, le truc qui marche aujourd'hui dans le logiciel, c'est la méthode agile effectivement il faut arriver à un équilibre, il faut arriver à construire une relation qui permet de changer d'objectif, qui permet d'avoir une bonne communication, etc., qui n'empêche pas de nécessiter que ce soit à un moment, que ce soit en quelque sorte bien planifié, bien négocié, mais c'est beaucoup plus important effectivement de faire en sorte que la relation elle-même se passe bien et qu'il n'y ait pas d'attente du point de vue du client, qui est une sorte de malentendu sur les objectifs qui ont été fixés au départ par rapport à d'autres prestations un petit peu plus classiques. Et donc notamment en quelque sorte tout ça mène à au final arriver à avoir un climat de confiance entre les deux partenaires, pour que le grand groupe soit rassuré sur les risques entre eux et la start-up soit suffisamment libre de faire des choix différents ou n'est pas complètement lié par cette relation. Et, typiquement, ça j'ai mis juste parce que j'ai trouvé en quelque sorte, pour donner confiance, il faut rester calme et surtout le paraître, en quelque sorte. Et dire qu'on a fait le mieux qu'on a fait, c'est souvent le cas pour les startups, n'est pas une excuse recevable pour le grand groupe. Parce que c'est l'une des peurs sur un grand groupe, c'est que la start-up essaye de faire plus que ses propres capacités, essaye de promettre plus. Et si dans le projet, en quelque sorte, vu qu'il y a effectivement des challenges, des obstacles, etc., si la start-up voit qu'elle atteint ses limites en termes de ce qu'elle est capable de faire à l'instant donné, pour le grand groupe, c'est une source potentiellement de problèmes, parce que ça sur la suite. Donc effectivement, il ne faut pas oublier que dans cette relation-là, c'est quand même une relation commerciale. C'est pas en quelque sorte un deal entre quelqu'un et l'autre. Il faut une certaine transparence, mais il faut aussi une certaine communication et une certaine professionnalisme. Faire son maximum, mais pas le dire d'une certaine façon, ou en tout cas, effectivement, le dire suffisamment tôt, envisager les choses suffisamment tôt pour que tout se passe bien et tout se passe dans le calme, en quelque sorte, comme le veut. Et pour terminer, effectivement, si on fait tout ça, en quelque sorte, pour la start-up, au-delà de quelque sorte, du contrat lui-même et de ça permet de faire en termes de financier, il y a l'aspect impact, comme je le disais, le fait que ça
permet à des startups qui démarrent d'aller tout de suite sur un produit qui est potentiellement beaucoup plus, qui aurait demandé beaucoup plus de temps ou de moyens, surtout pour atteindre un certain marché. Il n'y a pas que le développement, en quelque sorte, dans l'histoire, que c'est, d'une certaine façon, c'est l'un des bénéfices aussi importants pour la startup de ce genre de projet. Alors, je voulais vous montrer, justement, vous terminer par une petite vidéo qui montre l'impact que nous, le projet sur lequel on travaille peut avoir, et comme j'ai l'impression un peu public, c'est présenté par Gates. Ça marche. Because he wanted to have an impact at the largest possible scale. Then he found that the key barrier to widespread treatment in poor countries wasn't just money or technology, but capacity. There weren't enough skilled people to perform the surgeries. And so he came up with an idea that possibly he could use the same sort of training and simulation that he'd used in the flight world in this area of cataract surgery. So Help Me See is an ambitious attempt to take this approach and train thousands and thousands of specialists to go around and be able to perform these surgeries. In fact, the goal is to get to 30,000 people who've had this training. And so it has a chance of being decisive in exactly the leverage point that's most difficult, getting those trained practitioners who know how to do this work. I think it's another lesson that we can all benefit from Al, which is his optimism. His optimism that if you pull these pieces together, use the right approaches, you can do things dramatic, like making millions of blind people see. Voilà, donc effectivement, c'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de travailler sur un projet intéressant techniquement, intéressant en termes pour faire part de business, et sur l'impact en quelque sorte que cette relation peut avoir à la fin. Voilà, je vous remercie, si vous avez des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Jérémy? Moi j'en ai une pendant que les gens se chauffent. Est-ce que tu as des exemples concrets de comment Intimo a réussi à établir la confiance? Donc ça c'est ma première question. Ma deuxième question c'est aussi justement comment vous avez introduit l'agilité. Je veux dire concrètement, vous êtes une boîte de 17-18, il doit y avoir une grande partie des gens qui bossent sur ce contrat-là, ils vous ont pas filé 3 millions comme ça d'entrée de jeu. Comment, techniquement, enfin, grosso modo, comment fonctionne le contrat par exemple, qui a été établi? Alors, sur la première question, pour la confiance, en quelque sorte, il y a déjà une certaine stratégie en tant que petite entreprise qui démarre, c'est de travailler sur la notoriété de l'entreprise. Donc, en quelque sorte, effectivement, surtout quand c'est une entreprise très technologique, des mauvaises images plus ou moins de l'informaticien ou des gens c'est quelqu'un qui va avoir que son ordinateur et pas se préoccuper de quoi que ce soit dans le reste du monde. Il faut montrer qu'on a la préoccupation que le projet vraiment va réussir, que si l'entreprise vient avec nous, ce ne sera pas la seule à être convaincue que ce qu'on fait c'est bien, en quelque sorte. Donc dans le début de l'entreprise, et c'est pour ça que je m'étonne de sorte que les différents financements ou prix qu'on a obtenus, on avait fait le concours SAS Funding l'année dernière, on avait eu le prix sur la startup internationale dans le Grand Est. En quelque sorte, travailler sur l'image de marque de l'entreprise, sur le fait que c'est pas quelqu'un tout seul qui essaye de vendre son idée, il y a toute une équipe, il y a tout un écosystème derrière qui le soutient. Et après, sur la relation de tous les jours, ça demande beaucoup de temps, et de notre point de vue, ça a demandé aussi des erreurs en quelque sorte. Effectivement, quand je dis qu'il ne faut jamais dire qu'on a fait le mieux qu'on a pu, c'est parce que je l'ai dit et que j'ai vu que c'était pas ça qu'il fallait dire. En quelque sorte, effectivement,
c'est quelque chose qu'on apprend progressivement en travaillant avec ce genre d'entreprise. Et ça nécessite de s'en préoccuper et de ne pas se contenter de remplir les objectifs techniques. Après, c'est aussi pour ça que il y a la phase amont de ce genre de contrat est potentiellement effectivement très longue. C'est-à-dire que là, si les partenaires étaient d'accord pour signer avec nous en quelque sorte, c'est parce qu'on travaillait déjà depuis quasiment 2 ans sur cette thématique, avant de créer l'entreprise en quelque sorte, et c'est pour ça qu'on fait des projets comme celui sur l'estomac que j'ai montré, parce que si la startup n'a pas suffisamment d'actifs sur le départ, ben, elle va pas être... Il faut être suffisamment avancé pour montrer des choses qui vont intéresser le grand groupe en quelque sorte, pour que le reste paraisse effectivement réalisable. C'est la petite pichenette qui manque pour la mise sur le marché. C'est pas terminé, mais il n'y a plus trop de risques en quelque sorte. C'est ça qui permet d'avoir Je vais rebondir un petit peu là-dessus. Vous dites que vous êtes construit une crédibilité et que vous avez mis en avant votre équipe. Mais factuellement, comment elle s'est produite, la rencontre avec l'association Missy? Comment est-ce que ces gens-là vous ont rencontré? Est-ce que c'est eux qui sont venus vers vous? Est-ce que c'est vous qui avez été vers eux? Et question subsidiaire, est-ce que vous avez déjà rencontré ou parlé à Bill Gates du coup? Alors sur la première question, pour ce projet-là, c'est assez particulier parce que la rencontre s'est faite alors que la start-up n'était pas créée, n'existait pas. Donc ils n'ont pas rencontré la start-up, ils ont rencontré les chercheurs qui travaillaient sur cette thématique. Mais s'ils nous ont rencontrés et pas d'autres, c'est qu'on était relativement visible sur cette thématique. Ouais. Mais c'est qu'ils sont venus car ils ont cherché, ils ont fait le tour de tout le monde en quelque sorte, et que c'est un milieu relativement petit. Ça dépend beaucoup du marché. Effectivement, il y a des marchés où c'est beaucoup plus difficile d'être visible. Il y en a d'autres où c'est relativement petit, et nous c'est un marché justement qui est assez petit au final en termes de nombre d'équipes aujourd'hui qui travaillent sur ce genre de thématique. Mais je dirais effectivement stratégiquement, nous, notre stratégie qui fonctionne pour ce genre de projet, c'est de ne pas courir les popotes, aller chercher, aller taper à la porte de tous les grands groupes, c'est pas s'attendre à ce qu'ils viennent sans rien faire, c'est se mettre à un endroit stratégique, être suffisamment visible, investir suffisamment dans de la communication ou dans des choses dirigées vers les bonnes personnes pour que les prospects futurs connaissent en quelque sorte la start-up et qu'il n'y ait pas besoin d'aller les chercher. Ça c'est l'idéal. Et la deuxième question? Non, j'ai pas parlé personnellement à Bill Gates, effectivement. Mais c'est lui qui a validé que ce qu'on disait techniquement était cohérent. D'autres questions? J'ai pas répondu sur le contrat. L'agilité, ouais, c'est effectivement. Vous avez fait un chèque de 3 millions? Non. Donc il y a 2 aspects. Il y a le fait que les risques pris par l'un et par l'autre soient bien compris. Et donc typiquement, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas d'engagement à la vie, à la mort, et que si nous ou le client ou n'importe quelle des entreprises voit que ça mène à pas grand-chose, il peut arrêter avec certaines conditions. Et le fait aussi que la propriété est aussi claire. Chaque partenaire est propriétaire de ce qu'il fait. On a l'avantage en quelque sorte que nous faisons une partie du logiciel et la multinationale travaillant uniquement sur le matériel. Il n'y a pas de brevet commun ou de choses qui pourraient être les propriétés partagées. Donc c'est s'assurer que ce soit relativement clair sur à quoi appartient chaque truc. Et après, sur vraiment la méthode agile en tant que suivi de projet, c'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure. Au début, on nous a demandé un énorme diagramme de Gantt
qu'on a maintenu à jour sur la première année, mais qu'on s'est rendu. Enfin, tout le monde a fini par comprendre que c'était un exercice qui ne servait pas à grand-chose, parce que d'une semaine sur l'autre, en fonction des défis qu'il y avait, on avait besoin de changer de stratégie techniquement, etc. Et donc on est venu en quelque sorte un commun accord à ce genre de méthodologie où c'est beaucoup plus agile en termes de quels sont les objectifs, pas pour les 3 ans qui viennent, mais pour les objectifs pour dans un mois, on les connaît beaucoup plus que ceux pendant 3 mois et que ceux pour pendant 3 ans. Et bon, plus de questions. Enfin, dans tous les cas, il y a le buffet, donc tout le monde pourra venir te voir et te poser. Je t'aurais demandé si effectivement tu as eu les 3 millions ou pas, parce que tu n'as pas répondu. C'est vrai. Et tu feras en privé. Faire le buste prix, est-ce que c'est plus? Non, merci donc à nos 3 speakers de ce soir, et merci à Huawei d'être venu et de sponsoriser le buffet. Merci.